Imaginez un petit garçon de 10 ans, assis au premier rang d'une salle de classe poussiéreuse, qui corrige silencieusement son propre professeur. 20 ans plus tard, ce même garçon signera des ordonnances qui feront trembler la République. Son nom est Edgar Faure. Et son histoire commence loin des dorures des ministères, dans le fracas d'un pays qui s'effondre et se relève, encore et encore. Nous sommes le 18 août 1908, à Béziers. Pas de château, pas de fortune familiale, juste un couple d'instituteurs, modestes, exigeants, qui donnent à leur fils un seul héritage, les livres. La nuit, quand la ville dort, le petit Edgar lit à la lumière d'une lampe à pétrole, les yeux brûlants, le cœur battant. Il dévore tout, romans, manuels, journaux. Il ne joue pas à la guerre avec des soldats de plomb. Il joue à être avocat, à plaider devant un tribunal imaginaire. Très vite, il s'ennuie à l'école. Les leçons sont trop faciles. Il saute des classes, avance plus vite que les autres, au point de susciter la méfiance. Dans la cour, certains camarades ricanent. « Le petit prof arrive, faites-lui de la place !» Mais ce surnom de petit prof devient une armure. Plus on se moque, plus il travaille. Il ne veut pas seulement être le premier de la classe, il veut comprendre comment fonctionne le monde, pourquoi certains décident pour les autres, pourquoi une phrase écrite dans un texte de loi peut changer le destin d'un pays entier. Quand son père obtient un poste en Algérie, la famille quitte la métropole. Oran, le soleil écrasant, la Méditerranée qui brille comme une lame, les cris du port, le mélange d'accents, français, arabe, espagnol. Pour Edgar, c'est un choc. Il découvre un autre visage de la France, colonial, inégal, brutal parfois. Dans les cafés, on parle de politique à voix haute, on s'invective, on commente les crises ministérielles à Paris, comme on commente les résultats d'un match de football. L'enfant écoute, toujours, en silence. Il engrange. De retour à Paris, l'adolescent est déjà en avance sur son âge. Il se faufile dans les couloirs du lycée, petit, mince, presque fragile, mais avec ce regard obstiné qui met mal à l'aise les adultes trop sûrs d'eux, pendant que d'autres rêvent d'aviation ou de cinéma, lui n'a qu'une obsession, le droit. Il veut comprendre la mécanique fine de la loi, cette horlogerie invisible qui règle la vie collective. À 16 ans à peine, il entame des études de droit. L'Université de Paris, ses amphithéâtres glacés, ses professeurs solennels, ses bibliothèques qui sentent l'encre et la poussière, deviennent son royaume. On le voit toujours au même endroit. Une table près d'une fenêtre, une pile de codes devant lui, une montre posée bien en vue. Il se fixe des délais. 2 heures pour comprendre un arrêt. Une nuit pour assimiler un traité. Comme s'il sentait déjà que sa vie entière serait une course contre la montre. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, ce n'est pas l'éloquence tapageuse qui l'attire, c'est la précision. Il dissèque les textes comme un chirurgien, il sait que derrière une virgule déplacée, une formulation ambiguë, se cachent parfois des fortunes et des ruines, des libertés et des chaînes. À 21 ans, il est déjà docteur en droit. Un prodige, murmure-t-on dans les couloirs. Un prodige qui ne perd jamais de vue que le savoir, sans pouvoir, n'est qu'un décor. Il passe le concours du barreau. Le jour de l'examen, pendant qu'il attend son tour, les murs du palais de justice semblent se refermer sur lui. Autour, des candidats plus âgés, sûrs d'eux, riment fort pour masquer leur peur. Lui reste immobile, regard fixé sur la pendule, chaque tic-tac lui rappelle ce qu'il se répète depuis l'enfance. Tu n'as pas le droit de perdre ton temps. Quand vient son tour, il entre, répond avec calme, brille par sa clarté. À la sortie, un juré glisse à un collègue. Celui-là, on le reverra. On va en effet beaucoup le revoir. Au début des années 1930, Edgar Faure prête serment au barreau de Paris. Il n'a pas encore 25 ans. Dans un monde d'avocats chevronnés, bardés de relations, le jeune homme ne peut compter que sur son travail. Les premiers dossiers sont modestes, parfois misérables. Des litiges fiscaux obscurs, des histoires de petites entreprises au bord de la faillite. Mais il les traite avec le même sérieux que s'il s'agissait d'affaires d'État, car il a compris une chose essentielle. L'argent et la loi forment un couple indissociable. Qui maîtrise le droit fiscal tient entre ses mains une part du pouvoir réel. Il choisit donc le camp des chiffres. Il se spécialise dans le droit fiscal, domaine austère, dédaigné par ceux qui rêvent de grands procès médiatiques. Lui s'y plonge comme dans un roman policier. Derrière les colonnes de comptes, il devine les stratégies, les mensonges, les tricheries et
la possibilité de réformer un système injuste. C'est aussi à cette époque qu'il rencontre une femme qui ne sera pas seulement sa compagne, mais son alliée intellectuelle, Lucie Meyer. Elle aussi est juriste, brillante, volontaire, et surtout, dans la France des années 1930, elle porte un nom qui, bientôt, deviendra dangereux, un nom juif. Ensemble, ils discutent des heures entières, refont le monde, débattent des mérites de la République, collectionnent les journaux, s'attardent sur les éditoriaux économiques que la plupart des lecteurs survolent. Ils sentent que quelque chose se fissure dans le pays, que la République parlementaire tangue. À Paris, les cafés bruissent de rumeurs, montée des ligues, scandales politiques, instabilité ministérielle. Edgar se rapproche du Parti radical, cette vieille formation du centre républicain, attachée à la laïcité, à l'équilibre budgétaire, au parlementarisme. Il n'est encore qu'un expert, un technicien que l'on consulte parfois, mais déjà dans certaines réunions on chuchote. Ce jeune fort, il a des idées, et il sait compter. Dans cette galaxie radicale, un autre jeune homme se fait remarquer, Pierre Mendès France. Lui aussi est précocement doué, lui aussi passionné par les finances publiques, lui aussi aime les chiffres plus que les envolées lyriques. La première rencontre entre les deux est presque anodine. Une salle enfumée, des graphiques griffonnés à la hâte, des débats sur l'inflation et la déflation. Mais quelque chose se joue déjà. Deux trajectoires, parallèles, brillantes, commencent à se frôler. Le conflit n'explose pas encore, mais la rivalité silencieuse s'installe. Qui des deux deviendra l'incarnation de la compétence financière dans la République en crise? Pendant ce temps, au dehors, l'Europe s'assombrit. 1933, Hitler arrive au pouvoir en Allemagne. 1936, la guerre civile éclate en Espagne. 1938, les accords de Munich donnent l'illusion de la paix. À chaque étape, Edgar observe, inquiet, dans les couloirs des ministères où il commence à être reçu comme expert, il entend des phrases qui le glacent. De toute façon, l'Allemagne veut juste revoir Versailles. La légèreté de certains responsables politiques lui donne la nausée. Mais il n'est encore qu'un conseiller, pas un décideur. Il sait que sa marge de manœuvre est limitée, puis vient 1939, la guerre, mobilisation générale. Le brillant juriste, le fiscaliste respecté, enfile un uniforme. Il n'est plus maître des délais. C'est l'histoire qui désormais impose son tempo. En quelques mois, l'armée française s'effondre. Juin 1940. Les colonnes de réfugiés encombrent les routes. L'odeur de l'essence, de la peur, des papiers brûlés. Paris se vide, se tait. Pour un homme dont la vie est guidée par la raison, la vue des drapeaux nazis flottant sur les bâtiments officiels est un choc presque physique. L'armistice signé, une autre bataille commence. La bataille de la conscience. Rester et composer avec le nouveau régime de Vichy? Fermer les yeux sur les premières lois antisémites qui visent, parmi tant d'autres, des gens comme Lucie. Ou rompre, au risque de tout perdre. Edgar hésite, comme beaucoup, mais chaque nouveau décret, chaque nouvelle humiliation infligée aux Juifs, chaque compromission publique d'anciens républicains pèse sur lui comme une pierre. La France qu'il aime est en train de se renier. Dans son cabinet d'avocat, les dossiers changent de nature. Certains viennent le voir pour tenter de sauver un commerce menacé par les mesures d'arianisation. D'autres chuchotent, les yeux fuyants. « Maître, on dit que vous connaissez des gens, que vous pourriez… » Un réseau s'ébauche, rien d'héroïque au début, juste de l'aide, des conseils, des contournements administratifs. Mais, pas à pas, celui qui aurait pu se cantonner au rôle confortable de technicien comprend qu'il ne peut plus rester dans l'ombre. La décision de basculer véritablement dans la résistance tient en quelques heures. Une rumeur de rafle de grande ampleur, des amis menacés, l'étau qui se resserre. Il sait que, s'il attend, il sera trop tard. Pour eux, pour lui, pour Lucie. Alors il choisit de partir, de passer de l'autre côté. La nuit où il quitte la France occupée, le temps redevient son ennemi intime. Il faut atteindre la frontière espagnole avant l'aube, avant les patrouilles. Chaque bruit de feuilles, chaque aboiement de chien fait sursauter le petit groupe auquel il s'est joint. Dans l'obscurité, il se répète mentalement des articles de loi, comme une prière laïque, pour ne pas céder à la panique, après des semaines d'errance, de frontières franchies clandestinement, de contrôles évités de peu. Edgar parvient à rejoindre l'Afrique, du Nord, puis le cœur bouillonnant de la France libre, Alger.
Là, dans ces bâtiments provisoires, où s'invente un autre pouvoir, loin de Vichy, il retrouve des visages connus et un visage familier, qui va cimenter sa destinée politique, celui de Charles de Gaulle. Alger, ce n'est plus le bureau silencieux de l'avocat, ni les salles feutrées des commissions parisiennes, c'est une ruche. Des militaires, des résistants, des politiciens de la veille reconvertis en gaullistes zélés, des techniciens qu'on a extirpés de leur cabinet pour reconstituer un État dans le chaos. On parle fort, on se contredit, on se méfie les uns des autres, et au milieu de ce tumulte, une question lancinante. Comment remettre la France sur pied, politiquement, mais aussi financièrement? C'est là qu'Edgar Faure trouve sa place. On n'a pas besoin de beaux parleurs. On a besoin de cerveaux capables de comprendre en quelques mois ce que la guerre a fait à l'économie française et comment reconstruire, taxer et distribuer, assainir. On le recrute au sein des services juridiques et financiers du Comité français de la libération nationale. Derrière des piles de dossiers, il prépare des notes, des projets de texte, des esquisses de futures réformes. Chaque virgule compte. Elles serviront bientôt à effacer, dans le droit, les traces de Vichy. Et dans les couloirs d'Alger, la rivalité silencieuse reprend forme. Pierre Mendès France est là lui aussi, figure montante, reconnu par beaucoup comme le grand spécialiste des finances. Les deux hommes se croisent, s'observent, débattent parfois avec une courtoisie glacée. Ils sont du même camp politique, ils combattent le même ennemi, mais déjà, sous la surface, une compétition implacable se joue. Qui incarnera, au lendemain de la guerre, la compétence, la rigueur, l'avenir? Un soir, à la lueur d'une lampe, un responsable politique lâche, mi-amusé, mi-inquiet. Si la République survit, elle aura un problème. De luxe, choisir entre deux Mozart des chiffres. La phrase fait sourire, elle est pourtant prophétique. À mesure que la guerre tourne en faveur des Alliés, le temps s'accélère encore. Les débarquements se succèdent, les fronts bougent, les décisions doivent être prises en urgence. On donne parfois à Edgar 24 heures pour rédiger un texte qui engage l'avenir juridique du pays. Un jour, on lui apporte une liasse de documents, projet de décret d'épuration, mesures fiscales transitoires, dispositions pour les entreprises. On lui dit simplement « Vous avez la nuit ». Demain matin, le général doit trancher. Il s'enferme, les yeux rivés à l'horloge. Les bruits de la ville assiégée filtrent à peine. Il sait que, dans quelques heures, ces lignes seront peut-être l'ossature de la Nouvelle-France. Quand Paris est libéré, quand de Gaulle remonte les Champs-Élysées au milieu de la foule, Edgar n'est pas au balcon, ni à la tribune. Il est en coulisses, déjà, un pied dans ces zones grises, où le droit, la politique et la technique se mêlent. Mais quelque chose en lui a changé. La guerre, la clandestinité, l'exil lui ont fait franchir une ligne invisible. Il ne se voit plus seulement comme un juriste, même brillant. Il comprend qu'il veut et qu'il peut entrer sur la scène principale. La 80e République naît dans la confusion, les espoirs, les peurs. Les partis se reforment, se déchirent, se recomposent. Le parti radical, affaibli, cherche de nouveaux visages, de nouveaux cerveaux. Dans les couloirs enfumés des congrès, on répète son nom de plus en plus souvent, Edgar Faure, celui d'Alger, celui qui a tenu la plume pour tant de textes. Sa réputation d'expert est faite, reste à franchir le dernier seuil, celui du suffrage universel. Dans le Jura, une terre de petites villes, de paysans, d'artisans, un siège de députés se profile, on cherche un candidat, quelqu'un qui sache parler de finances sans endormir les foules, quelqu'un qui ait résisté sans être trop marqué, quelqu'un qui incarne la compétence et la modernité. Le nom d'Edgar Faure circule. On lui propose la bataille électorale, il hésite un instant. Il sait que, cette fois, la compétition ne sera plus seulement feutrée, technique, confinée au couloir ministériel, elle sera publique, brutale. Il sait aussi qu'au loin, dans d'autres circonscriptions, Pierre Mendès France prépare lui aussi son entrée, ou son retour, devant les urnes. Le compte à rebours est lancé, entre être la voix discrète derrière les décisions, ou la figure qui les assume au grand jour, il faut choisir. Et très vite, car la 4e République n'attendra personne. Ce soir-là, dans un gymnase mal chauffé du Jura, un homme en costume trop sombre parle d'impôts. Les néons bourdonnent, les bancs grincent, quelques paysans bâillent discrètement.
Personne, absolument personne, n'imagine que, moins de 10 ans plus tard, cet orateur à la voix un peu sèche aura quelques heures pour former un gouvernement, sauver une monnaie chancelante et décider, à la hâte, du destin de la 4e République. Et pourtant, c'est bien là, au milieu des affiches collées de travers et des gobelets de café froid, que le pouvoir commence pour Edgar Faure. Il n'a rien du tribun flamboyant, il ne tape pas du poing sur la table, il ne promet pas la lune. Il s'avance au bord de l'estrade, regarde la salle, repère les visages fermés, les bras croisés, et commence par ce qui fâche. Vous savez, mes amis, on vous ment souvent sur les impôts. Les chuchotements cessent. On le fixe, méfiant. On vous dit, on va baisser les taxes. On vous dit, on va faire payer les autres. Mais si on vous le dit sans vous montrer les chiffres, sans vous dire qui paiera vraiment à la fin, on vous ment. Silence. Il parle ensuite de façon presque clinique, mais avec des images simples, le budget d'un ménage, une ferme, une petite entreprise. Il explique comment l'État emprunte, rembourse, comment une mauvaise décision à Paris peut faire perdre une récolte ici, dans ce village perdu. Il transforme le droit fiscal en récit de survie quotidienne, certains hocheront la tête en sortant « Au moins, celui-là a l'air de savoir de quoi il parle ». C'est son arme. Là où d'autres misent sur l'éloquence, lui parie sur la compétence. Et, dans un pays épuisé par la guerre, l'occupation et les pénuries, cette compétence devient soudain désirable, presque rassurante. La campagne est rude. Dans les cafés, on l'appelle le Parisien, parfois d'un ton moqueur. On lui reproche son air d'intellectuel, ses lunettes, ses phrases trop structurées. Il apprend à simplifier, à raconter des anecdotes, à répondre aux attaques personnelles, avec un humour sec. Un adversaire lance un soir « Vous n'êtes qu'un technocrate, maître Faure ». Il sourit. « Technocrate, peut-être ? Mais je préfère être un technicien qui sait où il va, qu'un poète qui conduit le pays dans le mur. » Au soir du scrutin, les bulletins sont dépouillés dans des salles de mairie, où l'odeur de craie et de tabac froid se mêle. À chaque tas de papier portant son nom, une pression invisible se resserre autour de sa poitrine. Il a passé sa vie à compter les chiffres des autres. Cette fois, ce sont les siens. Vers minuit, le verdict tombe. Élu, député du Jura. L'enfant prodige du droit, le conseiller discret d'Alger, devient officiellement un homme politique. À Paris, l'Assemblée nationale n'a rien d'un temple, c'est une arène. Les couloirs bruissent d'intrigues, de rires, de cris. Dans l'hémicycle, les bancs sont trop serrés, les micros grésillent, les interruptions fusent. La 4e République naissante a les nerfs à vif. On parle de reconstruction, de plans, de nationalisation, mais aussi déjà de crise, de motions de censure, de gouvernement que on renverse comme on change de veston. Edgar Faure, lui, choisit ses terrains. Plutôt que de s'éparpiller dans les prises de parole théâtrales, il vise les lieux où se forgent les vraies décisions, les commissions. Commission des finances, surtout. Là, dans des salles trop petites pour l'enjeu des débats, il retrouve le langage qu'il maîtrise. Colonnes de chiffres, tableaux, prévisions. Il écoute les hauts fonctionnaires, pose des questions pointues, démine les embuscades techniques. Très vite, il devient indispensable. Un jour, un vieux député radical, usé par 30 ans de vie parlementaire, lâche à demi-voix en sortant d'une réunion. Ce gamin-là voit tout, même les erreurs de virgule. Mais dans ces mêmes couloirs, un autre gamin avance, lui aussi, avec la même détermination froide, Pierre Mendès France. Ils se saluent poliment, échangent des arguments, se renvoient des chiffres. Aux yeux du public, ils appartiennent à la même famille politique, aux mêmes traditions républicaines. Mais dans les dîners privés, on commence à comparer. Mendès, c'est la rigueur morale, l'austérité, presque l'ascèse. Faure, c'est l'intelligence fluide, l'adaptabilité, la souplesse. Dans une France traumatisée, laquelle de ces deux visions finira par s'imposer ? La question flotte comme une ombre au-dessus de leur trajectoire parallèle. Les gouvernements se succèdent, parfois à une vitesse hallucinante. On discute un budget pendant des semaines, on en vote les grandes lignes, et au moment où les décrets d'application sont prêts, hop, le ministère tombe. Tout est à recommencer. Les journaux titrent « Encore un gouvernement de courte durée ». Pour un homme obsédé par le temps, par les délais, cette instabilité est à la fois une menace et une chance.
car à chaque crise, on cherche des hommes sérieux, capables de rassurer les marchés, de parler aux banquiers, de justifier des sacrifices. Les projecteurs se tournent régulièrement vers les mêmes têtes, et, de plus en plus souvent, vers celle d'Edgar Faure. On lui propose d'abord un poste de secrétaire d'État au budget, un strapontin diront certains. Pourtant, c'est là que se jouent les arbitrages les plus sensibles. Quelles dépenses maintenir, laquelle reporter, quels impôts augmenter, sans provoquer d'émeutes fiscales. Il s'installe rue de Rivoli avec une méthode quasi militaire. Les journées commencent tôt, finissent tard, les dossiers s'empilent sur son bureau comme des forteresses de papier. Dans une note restée célèbre parmi ses collaborateurs, il griffonne un matin. « Nous n'avons plus le luxe de différer. Chaque jour de retard ajoute une pierre au mur de la faillite. On lui donne parfois 24 heures. 24 heures pour trouver un montage acceptable entre la rigueur financière exigée par certains et les dépenses sociales jugées indispensables par d'autres. 24 heures pour réécrire un projet de loi que le Parlement menace de rejeter. 24 heures pour éviter que l'Assemblée, excédée, renverse une fois de plus le gouvernement. Pour tenir, il fractionne le temps comme il fractionnait jadis les articles de loi. 1 heure pour analyser les recettes. 1 heure pour passer au crible chaque ligne de dépense. 1 heure pour préparer des arguments politiques. Le reste pour convaincre. Son efficacité attire l'attention des chefs de gouvernement. On lui confie le ministère du budget, puis, coup de théâtre, la justice. La justice. Pour cet homme qu'on avait enfermé dans la case du fiscaliste, c'est une surprise et un test. Être garde des Sceaux, c'est ne plus seulement ajuster des tableaux Excel avant l'heure, c'est peser sur les libertés individuelles, sur l'épuration encore en cours, sur les grandes réformes de société. Quand il franchit pour la première fois le seuil du ministère de la Justice, rue de la Paix, il sait qu'il vient de franchir un autre, seuil invisible, celui du cercle des possibles présidents du Conseil. L'air sans la cire, le cuir des fauteuils, la poussière des vieux codes. Sur les murs, des portraits de prédécesseurs sévères, il se murmure à lui-même, presque pour se convaincre, « Tu n'es plus seulement l'homme des chiffres, tu es l'homme de la loi tout entière ». Pendant ce temps, dans une autre aile du pouvoir, Pierre Mendès France, lui, consolide sa réputation d'incorruptible, d'inflexible. Il incarne une forme de vertu républicaine qui fascine les intellectuels et inquiète certains notables. Entre les deux hommes, tout oppose le style, mais tout rapproche l'ambition. Ils se croisent en Conseil des ministres, échangent des phrases courtoises, se répondent à distance dans les hémicycles. Un conseiller s'amusera plus tard à résumer leur rivalité d'une formule cruelle. Mendès, c'est le chirurgien qui préfère perdre le patient plutôt que trahir son diagnostic. Faure, c'est le médecin de campagne qui accepte de changer d'ordonnance s'il voit que ça ne prend pas. La 4e République, elle, n'a pas de temps pour la pureté absolue. Les coalitions se font et se défont en une nuit. Les gouvernements naissent avec, déjà, une date de péremption inscrite en filigrane. C'est dans ce climat électrique qu'un jour, presque sans prévenir, le téléphone sonne. Le président de la République veut voir Edgar Faure. Les tractations ont échoué, les partis se neutralisent mutuellement. Personne ne parvient à trouver un point d'équilibre. Alors on pense à lui, l'homme des compromis calculés, le juriste qui connaît par cœur les mécanismes de la Chambre. On lui donne quelques heures. Quelques heures pour accepter ou refuser la charge la plus instable de tout le régime, président du Conseil. Quelques heures pour imaginer une équipe, une ligne politique, une majorité. S'il refuse, on dira qu'il manque de courage. S'il accepte et échoue, on le relèguera au rang des météores éteints. Il accepte. La nuit suivante ressemble à un marathon sous perfusion de caféine. Les téléphones n'arrêtent pas de sonner. On raie, on ajoute des noms sur des feuilles volantes. Tel ministre pour plaire aux centristes, tel autre pour rassurer la droite. Un portefeuille clé a cédé à la SFIO pour éviter leur hostilité frontale. À chaque concession, il sait qu'il fragilise un peu plus la cohérence de son futur gouvernement, mais qu'il augmente ses chances de exister au moins quelques mois. Au petit matin, les premières fuites apparaissent déjà dans la presse. Un éditorialiste ironise. On nous annonce un gouvernement Faure. Espérons qu'il ne sera pas sans lendemain. Hémicycle bondé, les bancs claquent, les souffles se coupent. Il monte à la tribune pour prononcer son discours de politique générale. Les caméras, énormes, tournent vers lui leurs yeux de verre.
C'est sa première apparition, non plus comme simple ministre, mais comme chef de gouvernement. Quelque part, devant un poste de télévision qui grésille encore, un vieux notable du Jura se dit « C'est lui, là, celui du gymnase ?» Il parle vite mais sans emphase. Il annonce des mesures de rigueur, promet de tenir les comptes, de stabiliser la monnaie, de réduire les déficits sans étouffer la reconstruction. Dans les travées, on hoche la tête, ou on sourit jaune. Certains pensent déjà à la prochaine motion de censure, car dans cette république à la stabilité introuvable, un gouvernement naît avec, déjà, les couteaux affûtés dans son dos, le vote a lieu. Le décompte est un supplice au ralenti. Non après non, main levée après main levée, on approche de la majorité, il lui manque quelques voix seulement. Et le couperet tombe, gouvernement renversé. Première expérience à Matignon, première chute, brutale, presque humiliante. En quelques semaines, le rêve de diriger la France s'évapore dans le tourbillon parlementaire. Pour beaucoup, ce serait la fin. Pour lui, ce n'est qu'un avertissement. Il comprend deux choses essentielles. D'abord, que le pouvoir, dans cette 15e République, ne se gagne pas seulement par la compétence, mais par une gestion presque acrobatique des équilibres politiques. Ensuite, que le temps, encore une fois, joue contre lui. Chaque échec laisse le champ libre à d'autres ambitions. Et, au loin, une silhouette grandit, celle de Pierre Mendès France. Car pendant que Faure calcule, ajuste, négocie, Mendès, lui, incarne une autre tentation, celle d'un sursaut moral brutal, d'une rupture avec les habitudes de combine. Les crises coloniales, surtout en Indochine, donnent à Mendès une opportunité historique. Il devient président du Conseil, met fin à la guerre d'Indochine, s'attaque frontalement au mythe d'un empire français éternel. Dans le pays, un vent nouveau semble souffler. Des étudiants, des intellectuels, des ouvriers admirent ce dirigeant qui parle vrai, qui annonce des décisions impopulaires sans chercher à les embellir. Pendant quelques mois, Mendès France apparaît comme l'homme providentiel que la 15e République désespérait de trouver. Et fort dans tout cela, il observe, il compte, il mesure les forces en présence. Il devine que cette vertu intransigeante qui fait la grandeur de Mendès sera aussi sa vulnérabilité. En refusant certains compromis, en brusquant trop vite certaines forces conservatrices, Mendès se fabrique des ennemis redoutables. Dans les couloirs, certains radicaux qui se sentent marginalisés se tournent vers Edgar. Mendès va trop loin, trop vite. Il nous emmène dans le mur. Vous sauriez faire autrement. C'est là que la rivalité prend une tournure presque shakespearienne. Les deux Mozart des chiffres se retrouvent face à face, non plus seulement dans des débats de commission, mais dans la lutte pour le sommet. À la radio, on entend Mendès expliquer « grave ». On ne bâtit pas une politique sur des illusions. Il faut regarder la réalité en face. Dans une autre émission, Edgar Faure répond plus souple. Il y a plusieurs chemins pour atteindre un but juste. L'essentiel est d'y arriver avec une majorité suffisamment large pour durer. Deux philosophies du pouvoir, deux rythmes, deux rapports au temps. L'un veut accélérer l'histoire au risque de casser le moteur. L'autre préfère ajuster la vitesse, quitte à zigzaguer. Les mois passent. Autour de Mendès, la coalition se fissure. L'Indochine, c'était une victoire morale. Mais l'Algérie, où la révolte gronde, s'annonce autrement plus dangereuse. Certains parlementaires ne supportent plus ces remises en cause de l'Empire. D'autres l'accusent d'être trop sévère en matière économique. Rien n'est jamais assez, ni pour les uns, ni pour les autres. Alors, dans l'ombre se trame une alternative. On compte les voix, on sonde les états d'âme, on teste des formules. À chaque réunion nocturne, le tempo s'accélère. Si la motion de censure est déposée trop tôt, elle échoue et renforce Mendès. Trop tard, et un autre que Faure raflera la mise. On fixe une date, on prépare les discours, on sait que le pays, une fois de plus, va entrer dans quelques heures de vertige. Le jour venu, l'hémicycle est plus électrique que jamais. Les regards se croisent, s'évitent, se cherchent. Des amis de longue date vont voter les uns contre les autres. Dans les tribunes, la presse guette le moindre signe. La motion de censure est adoptée. Le gouvernement Mendès s'effondre. Dans le vacarme des applaudissements et des huées, un nom circule déjà, insistamment, Edgar Faure. Il a contribué, avec d'autres, à renverser l'homme qui incarnait, quelques mois plus tôt, l'espoir d'une république régénérée. Cette victoire-là a un goût de cendre.
Mais elle ouvre une porte, la plus grande. Le président de la République le convoque à nouveau. Les instructions sont claires, presque brutales. Monsieur Faure, vous avez peu de temps. Le pays est divisé. La situation en Algérie se détériore. La confiance dans les institutions s'érode. Formez un gouvernement capable de tenir peu de temps. Le compte à rebours recommence. Cette fois, il ne s'agit plus seulement de construire une majorité arithmétique, il faut aussi prouver qu'il n'est pas simplement celui qui renverse, mais celui qui bâtit, qu'il n'est pas l'ombre rusée derrière Mendès, mais une lumière propre. La nuit qui suit est une nouvelle course contre la montre. Il appelle, reçoit, promet, recadre, rassure. Il sait que chaque portefeuille mal attribué peut devenir une bombe à retardement. Il doit composer avec des partis qui se méfient les uns des autres, avec des hommes qu'il a parfois contribué à affaiblir. Dans un coin du bureau, l'horloge sonne les heures, comme pour lui rappeler que la 15e République ne pardonne pas les hésitations. Au matin, l'équipe est prête, ou plutôt suffisamment prête pour affronter l'Assemblée. Encore une fois, tout se jouera en quelques heures. Il se présente à la tribune. Ce n'est plus le jeune député du Jura qui apprend à apprivoiser un micro, c'est un homme qui a connu la guerre, la résistance, l'exil, les cabinets ministériels, les échecs, les rivalités, un homme qui sait que, derrière les applaudissements, il y a déjà des mains qui affûtent la prochaine censure. Son discours est un équilibre périlleux entre continuité et rupture. Il promet de poursuivre certains chantiers de Mendès, au risque d'irriter ceux qui l'ont renversé, tout en modérant son ardeur réformatrice. Il parle d'Algérie avec des mots prudents, presque mesurés, conscient qu'un mot de trop peut embraser l'hémicycle, et les colonies. Les minutes s'écoulent, le vote commence. Cette fois, les voix se rangent, lentement, parfois à contre-cœur, derrière son nom. La majorité est là, fragile, hétéroclite, mais réelle. Edgar Faure devient à nouveau président du Conseil. Mais cette fois, il tient. En sortant de l'Assemblée, les flashs crépitent. On le presse de questions. « Monsieur le Président, que répondez-vous à ceux qui disent que vous n'êtes qu'un équilibriste ?» Je leur réponds qu'en temps de tempête, savoir tenir en équilibre, c'est peut-être ce qui empêche le navire de couler. Il sait pourtant que le navire prend l'eau de partout. Crise coloniale, crise de confiance, crise institutionnelle. La 4e République vieillit prématurément, épuisée par ses propres rites. Edgar Faure, lui, est enfin là où, enfant, il rêvait confusément d'être, au centre du mécanisme, la main sur les leviers invisibles, qui font avancer ou dérailler un pays, mais déjà, derrière les murs de Matignon, un autre compte à rebours s'enclenche. Celui d'un homme qui va bientôt revenir de sa retraite, porter un coup fatal au régime tout entier et rebattre toutes les cartes, Charles de Gaulle. Et, pour Edgar Faure, l'accession au pouvoir n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'une nouvelle forme de combat, où chaque jour gagné sur la crise sera une victoire, à durée limitée. Le lendemain matin, à Matignon, l'homme qui, hier encore, faisait tomber le gouvernement Mendès-France, se retrouve seul devant une horloge. Les aiguilles avancent, implacables. Sur son bureau, 2 piles de dossiers, Algérie et Finances. Entre les deux, un projet de dissolution de l'Assemblée nationale. On lui a confié le pays, oui, mais avec une clause invisible, presque cynique. « Monsieur Faure, vous avez quelques mois ? Pas plus. Après, ce sera le peuple qui jugera. » Il sait qu'il gouverne avec un compte à rebours greffé dans la nuque. La 4e République est une maison fissurée. Dans les rues d'Alger, les bombes explosent déjà, les attentats se multiplient, les journaux rapportent des scènes de torture, de représailles, de ratonnades. À Paris, les marchés doutent, le franc vacille, les investisseurs hésitent. Et lui, Edgar Faure, doit faire tenir ensemble des partis qui ne supportent même plus de s'asseoir dans la même salle. Son style de gouvernement se met en place très vite. Pas de grandes envolées lyriques, mais une mécanique. Des réunions serrées, des notes, des arbitrages minute par minute. Un conseiller le voit un soir, penché sur un tableau mural, où sont alignés les noms des députés, par groupe politique. Si je donne ceci au modéré, je perds cela à gauche. Si je cède ici sur l'Algérie, c'est la droite qui s'en va. Nous avons besoin de 312 voix. Pas 310, pas 311, 312. Il parle comme un chirurgien face à un patient polytraumatisé. Chaque geste peut sauver ou condamner. La rivalité avec Pierre Mendès France ne s'est pas évaporée avec la chute de ce dernier.
Elle a changé de forme. Dans les cafés, dans les rédactions, une question revient, venimeuse. Faure a-t-il renversé Mendes parce qu'il croyait à une autre, politique, ou parce qu'il voulait sa place? Mendes, lui, rôde comme un fantôme moral, il n'est plus à Matignon, mais il est partout, dans les conversations, dans les articles, dans les comparaisons. On guette le moindre compromis de Faure pour dire « Vous voyez, Mendes n'aurait pas cédé là-dessus ». Edgar le sait. Il joue une autre partition. Là où Mendes posait des principes intransigeants, lui calcule les marges, les reculs possibles, les zones d'ombre. Non par cynisme, mais parce qu'il est convaincu qu'un gouvernement qui tombe ne réforme plus rien, et qu'un pays à feu et à sang n'a que faire des beaux discours. Au Conseil des ministres, les discussions sur l'Algérie atteignent parfois des niveaux de tension presque physiques, les dossiers claquent, les voix montent. Un jour, alors qu'un ministre réclame des mesures énergiques, comprendre plus de troupes, plus de répression, Faure se tait. Puis lâche, « Messieurs, chaque bataillon qu'on envoie en Algérie, c'est une école qu'on ne construit pas ici. Chaque prison qu'on remplit là-bas, c'est une usine que l'on n'ouvre pas en métropole. Nous n'avons pas un crédit illimité, ni en argent, ni en sang. » Le silence qui suit n'est pas de l'adhésion, c'est de l'inquiétude. Il tente de gagner du temps, d'apaiser sans capituler, de parler réforme sans prononcer le mot tabou. Indépendance. Mais pendant qu'il cherche la ligne de crête, l'horloge politique continue de tourner, les partis s'agitent, les oppositions reprennent leurs esprits, on murmure que ce gouvernement, né de la chute de Mendes, ne pourra durer que si Faure trouve un coup d'avance. Ce coup, il va le tenter. L'idée est audacieuse, presque suicidaire, dissoudre l'Assemblée pour en élire une nouvelle, plus stable, plus docile, grâce à une loi électorale subtile, les fameux apparentements. En associant sur les bulletins des listes voisines, il espère recomposer un centre solide, marginaliser les extrêmes, sécuriser son pouvoir pour plusieurs années. Une nuit, à Matignon, il expose son calcul à quelques proches. Si nous attendons, nous serons dévorés, morceau par morceau. Si nous provoquons les élections, nous prenons le risque de tout perdre, mais aussi la chance de tout gagner. L'un d'eux ose. Et si le pays ne suit pas? Faure hausse à peine les épaules. Alors, c'est qu'il n'aura jamais voulu de ce que nous proposons. Et il faudra l'entendre. Le décret de dissolution est signé. Les journaux parlent de coup de poker fort. Certains l'admirent. Enfin, un chef de gouvernement qui prend une initiative stratégique, d'autres le vouent aux gémonies. Il dissout pour sauver son fauteuil. Dans les meetings, Mendes revient à la charge, plus libre, plus incisif, dénonçant les combinaisons et les artifices de la loi électorale. La bataille n'est plus seulement entre partis, elle est presque personnelle. Ils ont les apparentements, dit Mendes. Nous avons les consciences. Le soir des législatives de janvier 1956, les résultats tombent comme des gifles. Les poujadistes, ce mouvement antifiscal, populiste, hargneux, rafle des sièges. La gauche progresse, le centre se fracture. Tous les beaux calculs mathématiques des services de Matignon se brisent sur une réalité brutale. Le pays n'a pas voté comme prévu. Pire encore, dans sa propre circonscription, Edgar Faure est battu. Le chef du gouvernement n'est plus député, scène presque irréelle. Au moment où son gouvernement est emporté par la vague électorale, il apprend, dans un téléphone grésillant, que lui-même vient d'être congédié par ses électeurs. Sur son bureau, l'horloge continue de tourner, mais le temps n'est plus à lui. Dans les couloirs du pouvoir, on chuchote, mi-amusé, mi-effrayé. Il a dissous, et c'est lui qui a disparu. La chute est rude. D'un coup, les portes des ministères se referment. Matignon appartient à un autre. Les cortèges officiels, les huissiers en redingote, les notes urgentes, tout cela s'évapore. Il redevient maître Faure, l'avocat, l'écrivain, le théoricien. Il écrit beaucoup. Des livres sur l'économie, sur le droit, sur la politique. Comme si, privé d'action immédiate, il se vengeait sur le papier. Mais il sait qu'en politique, une défaite n'est jamais seulement une erreur de stratégie. C'est aussi un jugement moral. L'ombre de Mendes est là, encore. Aux yeux d'une partie de l'opinion, l'intransigeant a perdu la bataille, mais gagné le prestige. Le flexible, lui, a gagné Matignon, pour mieux en être expulsé par le suffrage universel. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas. L'Algérie s'embrase davantage,
La Quatrième République s'enfonce dans une succession de gouvernements impuissants et, sur les hauteurs de Colombey les Deux Églises, un autre rival silencieux s'impatiente, Charles de Gaulle. L'homme du 18 juin, le général retiré, celui qui juge la Quatrième République incapable par construction. Quand surviennent les journées de mai 1958, avec la révolte à Alger, les manifestations de Colomb, la menace d'un coup de force militaire, c'est tout le régime qui vacille. À Paris, les députés sentent le sol se dérober sous leurs pieds. Edgar Faure, qui n'est plus aux affaires mais reste un fin stratège, voit venir ce que beaucoup refusent d'admettre. La Quatrième République est en train de mourir. Dans les drôles de nuits qui précèdent l'appel à De Gaulle, les téléphones ne cessent de sonner. On cherche une issue, une figure qui pourrait à la fois rassurer l'armée, les colons, les Américains, l'opinion. Le nom de Gaulle finit par s'imposer comme une évidence terrible. Lui seul peut empêcher que les chars ne se mettent en marche vers Paris. Edgar Faure hésite. De Gaulle, c'est à la fois la promesse d'un État enfin solide et la menace d'un pouvoir concentré, hiérarchique, presque monarchique. Tout ce qu'il a, lui, l'héritier du radicalisme parlementaire, appris à craindre. Mais il y a l'Algérie, le risque de guerre civile, le spectre d'un putsch. Quand De Gaulle vient devant le Parlement, demandant les pleins pouvoirs pour 6 mois et la mission de refonder les institutions, Faure prend position. Il soutient, il vote, il use de son influence sur une partie des radicaux pour les convaincre. « Nous n'avons plus le temps de bricoler », leur dit-il. Soit nous lui donnons une chance, soit d'autres, sans aucune légitimité, prendront les choses en main. Le 1er juin 1958, De Gaulle est investi président du Conseil. Le 28 septembre, la nouvelle constitution est approuvée par référendum. La veuve République naît, donnant au président de la République une puissance qu'Edgar, juriste jusqu'au bout des ongles, mesure immédiatement. Il a contribué à ce basculement, mais ce n'est pas lui qui en tient les rênes. C'est un nouveau type de rivalité qui commence. De Gaulle n'est pas Mendès. Il ne discute pas dans les couloirs. Il ne ferraille pas dans les commissions. Il s'adresse au pays au-dessus des partis. Comme un chef d'armée, Faure, lui, reste l'homme des assemblées. Des majorités cousues main, du verbe précis, il ne joue plus la même partition. Le général, d'ailleurs, se méfie de ce radical malin, trop à l'aise dans les arrière-boutiques du Parlement. Il l'utilisera, mais ne le laissera jamais s'approcher trop près du centre du pouvoir. Les années 60 commencent. La France se transforme à une vitesse vertigineuse. Autoroutes, grands ensembles, électroménagers dans les cuisines, télévision dans les salons. Le pays paysan d'avant-guerre glisse vers une société de consommation. Edgar Faure retrouve un siège de député, reconstitue patiemment son influence et finit par revenir au gouvernement. En 1966, on l'appelle au ministère de l'Agriculture. Le décor a changé. Dans les campagnes, on arrache les haies, on remplace les chevaux par des tracteurs rutilants, on installe des silos à grains géants qui ressemblent à des fusées prêtes à décoller. Chaque semaine, des milliers de jeunes quittent les fermes pour l'usine ou le bureau. L'enjeu désormais, c'est l'Europe. La politique agricole commune se dessine, soit la France s'adapte, soit ses exploitants seront balayés par la concurrence. Au ministère, Faure retrouve l'atmosphère qui lui convient. Des chiffres, des négociations, des compromis à inventer. Mais derrière les tableaux de subventions et de prix garantis, il y a des vies. Il le sait. Il sillonne les provinces, visite des étables, serre la main de paysans au visage creusé, écoute leurs craintes. Vous voulez que on investisse, monsieur le ministre? Et si l'Europe nous lâche dans 5 ans? Qui paiera nos dettes? Il répond avec des métaphores comptables, mais aussi avec des images concrètes, des machines plus efficaces, des rendements multipliés, la promesse de revenus plus stables. Sa mission ressemble à une autre course contre la montre, moderniser assez vite pour ne pas être écrasé, sans aller si vite qu'on arrache brutalement des générations entières à leur mode de vie. Une modernisation à la Faure. Par palier, par ajustement, par contrat. Mais un autre feu couve, loin des champs, dans les amphithéâtres des universités, dans les lycées surpeuplés. Une nouvelle génération arrive, massive, bruyante, exigeante. Les fils et filles de paysans devenus employés, techniciens, étudiants. Les universités débordent, les résidences universitaires sont saturées, les professeurs dépassés. On parle de malaise de la jeunesse, comme on parlait, 10 ans plus tôt, du malaise colonial.
Puis vient mai 1968. Les images font irruption sur les écrans en noir et blanc. Pavés arrachés, barricades, CRS casqués, étudiants levant le poing, banderoles, qui claquent dans la fumée des lacrymogènes. Le pouvoir gaulliste chancelle, l'Assemblée est comme paralysée. Pompidou négocie, De Gaulle disparaît un moment à Baden-Baden. Et soudain, dans ce vacarme de slogans, un nom ressurgit, Edgar Faure. Le 31 mai, en pleine tempête, De Gaulle remanie le gouvernement, il sort de son chapeau ce vieux routier du parlementarisme pour l'envoyer à la place la plus explosive du moment, le ministère de l'Éducation nationale. Quand il franchit les grilles de la rue de Grenelle, les murs sont couverts de graffitis rageurs. Sous les pavés, la plage. Il est interdit d'interdire. Soyez réaliste, demandez l'impossible. Et, déjà, quelques esquisses moqueuses. Faure si tu savais. Le contraste est saisissant. Face à des étudiants qui rejettent toute autorité, on envoie un homme de 60 ans, ancien président du Conseil sous la 14e République, juriste, parlementaire, ministre de l'Agriculture la veille encore. Certains ricanent. C'est l'ultime preuve qu'ils n'ont rien compris à 68. Ils répondent à une révolte anti-autoritaire par un radical de la vieille école. Mais Faure, une fois de plus, ne joue pas le rôle qu'on attend. Au lieu de se barricader derrière les grilles du ministère, il ouvre. Il reçoit des délégations d'étudiants, d'enseignants, de syndicats. Il écoute, note, interroge. La scène est presque surréaliste. Dans un bureau boisé, sous un portrait officiel, des chevelus en blouson, parfois cigarettes au coin des lèvres, parlent d'autogestion universitaire, de démocratie étudiante, de fin des mandarins. Et face à eux, l'ancien fiscaliste hoche la tête, demande « Concrètement, comment imaginez-vous la représentation de vos pairs dans les conseils ?» Il comprend très vite une chose, il n'a pas des années pour réformer, il a quelques mois. Peut-être même seulement quelques semaines avant que la rue ne se lasse, que l'exaspération ne remonte, que l'Assemblée ne se referme. Alors il fait ce qu'il sait faire. Il fractionne le temps, il segmente les problèmes, il les transforme en texte de loi. Ce sera la loi d'orientation de l'enseignement supérieur, bientôt connue comme loi Faure. En un temps record, il fait travailler juristes, pédagogues, représentants étudiants, recteurs. Les nuits sont courtes, les réunions infinies. Une collaboratrice se souviendra plus tard. À 3 heures du matin, il était encore là, assis au bout de la table, crayon en main, à chercher la bonne formulation pour que les universités soient à la fois autonomes et responsables. Il disait « Si on se trompe d'un mot, on se trompe d'époque. Le projet est révolutionnaire pour un système figé. Autonomie des universités, nouveaux conseils élus, place pour les étudiants. Et les personnels dans la gouvernance, pluridisciplinarité, fin du modèle purement napoléonien, il ne s'agit plus seulement de transmettre un savoir d'en haut, mais d'associer ceux qui apprennent à la vie de l'institution, une tentative, en somme, de faire entrer un peu de démocratie dans une forteresse de craie. Les adversaires se déchaînent. À droite, on crie à la capitulation devant les enragés. À gauche, certains dénoncent un simple habillage qui ne touche pas au fond, la sélection sociale, les inégalités. Et pendant ce temps, le sablier se vide. De Gaulle prépare le référendum sur la régionalisation et le Sénat, les élections se profilent, les équilibres bougent sans cesse. Quand la loi est finalement adoptée, en novembre 1968, c'est presque dans une atmosphère de fin de tempête. Les pavés sont retournés à leur place, les usines ont repris le travail, la télévision a retrouvé ses programmes habituels, mais quelque chose a bougé en profondeur. Dans chaque université, des conseils se réunissent, des débats s'ouvrent, les étudiants prennent pour la première fois en main une partie de leur destin institutionnel. Une nuit, après un ultime aller-retour à l'Assemblée, Edgar Faure ressort de la rue de Grenelle, seul, sans cortège. Il s'arrête quelques secondes, regarde les façades encore marquées par les affiches arrachées, les slogans à demi effacés. Il pense à ce gymnase glacé du Jura, des années plus tôt, où il expliquait les impôts à des paysans sceptiques, à Matignon, aux dissolutions ratées, au vote de confiance millimétré, à Mendès, à De Gaulle, à tous ceux avec qui et contre qui il a composé. Il sait que sa loi Faure ne résout pas tout,
qu'elle sera contestée, critiquée, amendée, mais il sait aussi qu'en quelques mois à peine, sous la pression de la rue et du calendrier politique, il a réussi ce qu'il aime, par dessus tout, transformer un chaos en texte, une colère en architecture juridique. Et pourtant, cette victoire ne lui rend pas le pouvoir central. De Gaulle s'éloigne bientôt, Pompidou arrive, de nouvelles figures montent, la veuve République consolide ses rites, ses hommes. Edgar Faure, lui, s'avance vers une autre forme d'autorité, moins spectaculaire mais tout aussi décisive, celle de l'homme que l'on appelle pour présider, arbitrer, écrire, fédérer. Dans l'ombre des caméras, un autre compte à rebours commence, celui des dernières grandes fonctions, des ultimes mandats, du temps, qui reste pour imprimer durablement sa marque sur les institutions avant que l'histoire ne tranche entre l'habileté du tacticien et la profondeur du législateur. Le même homme qui, quelques mois plus tôt, recevait des étudiants en jeans et en blouson de cuir dans son bureau ministériel, se retrouve soudain face à un tout autre public, des députés en costume sombre, des bancs de velours vert, un silence qui, d'un seul claquement de pupitre, peut faire ou défaire une carrière. Ce soir-là, dans l'hémicycle, une rumeur court comme une onde. Faure veut la présidence. D'un côté, le vacarme des années 60. Et de mai 68, les pavés, les slogans, les usines occupées. De l'autre, ce théâtre feutré où chaque geste est codé, où le pouvoir se lie au millimètre près dans la manière de gravir les marches du perchoir. Entre les deux, il y a Edgar Faure, 65 ans, un stylo à la main, un compte à rebours dans la tête, et un rival, Jacques Chaban-Delmas. L'ancien maître de la maison, revenu des hauteurs de Matignon, car l'enjeu n'est pas qu'un fauteuil recouvert de velours rouge, c'est une question de survie politique. À plus de 60 ans, Faure sait qu'aucun président de la République ne le nommera plus à Matignon. Les grandes manœuvres gouvernementales appartiennent désormais à d'autres générations. Ce qui lui reste, c'est le cœur battant du régime, l'Assemblée nationale. Il a quelques années, au mieux une législature, pour inscrire son nom, non plus seulement dans les marges des lois, mais sur la façade même de l'institution. Après la chute de Gaulle en 1969, il a connu une courte traversée du désert, puis un retour par une porte inattendue, la justice. Garde des Sceaux, au début des années 70, il découvre un autre décor, couloirs glacés des palais de justice, dossiers jaunis d'erreurs. Judiciaire, prison surpeuplée, où la République se voit dans un miroir sale. On le voit visiter une maison d'arrêt, les mains croisées dans le dos, écoutant un directeur lui expliquer l'insalubrité des cellules. Un détenu, osant briser le protocole, lui lance « Monsieur le ministre, vous avez eu plusieurs vies. Nous, on en a une seule, et on la passe ici. » Le choc est brutal. Faure sait manier les chiffres, les compromis, les majorités. Mais devant ces hommes enfermés, il mesure le poids très concret de la loi qu'il aime tant écrire. Il n'a pas de temps. Pompidou est malade, le climat politique est instable, la majorité se recoupe en chapelles rivales. Dans les couloirs de l'Élysée, deux visions s'affrontent, celle d'une droite d'ordre, crispée, et celle d'un modernisme libéral. Européen, porté par Valéry Giscard d'Estaing. Edgar Faure, l'ancien radical, l'homme du Jura, se glisse entre ces blocs. Il n'est ni gaulliste de la première heure, ni giscardien pur sucre. Il est disponible et dangereux pour ceux qui n'aiment pas les électrons libres. 1973. Les législatives viennent de se terminer. La majorité a tenu, mais de justesse. Dans l'immense salle du Palais Bourbon, les groupes recomptent leurs forces, tracent sur des feuilles les alliances possibles. Le fauteuil de président de l'Assemblée est vacant. Et un nom s'impose rapidement dans les conversations. Faure. Mais un autre nom plane, lourd, presque intimidant, Chaban-Delmas. Ancien président de l'Assemblée, ancien Premier ministre, figure de la résistance, idole des gaullistes sociaux, Chaban rêve de revenir sur le perchoir pour préparer sa revanche contre Giscard, qu'il a écarté. Le conflit ne se joue plus seulement sur des idées, mais sur une géographie du pouvoir. Qui dominera la droite? Le modernisme souriant de Giscard ou le gaullisme social de Chaban? Et, au milieu, encore une fois, le joueur de Go Edgar Faure, avec sa capacité unique à additionner des fragments de majorité. Les tractations commencent dans des salons enfumés, tard le soir.
On y voit Faure, carnet à la main, recevoir tour à tour des gaullistes hésitants, des républicains indépendants, des radicaux en quête de garantie. « Vous votez pour moi, dit-il à l'un, et je vous promets une assemblée où l'on légifère, pas une assemblée où l'on règle des comptes personnels avec l'Élysée. À un autre, avec Chabannes, vous aurez une guerre ouverte contre Giscard. Avec moi, vous aurez de la stabilité et un peu de liberté. Le temps presse. L'élection du président de l'Assemblée est fixée. Une seule journée, une seule séance. Une seule série de bulletins qui décidera, pour 5 ans peut-être, de la mécanique intime de la VE République. Faure, une fois encore, joue contre la montre et contre un adversaire plus imposant que lui. La veille du vote, un de ses amis lui demande « Vous êtes sûr de vouloir cela? À votre âge ?» Il sourit, ironique. « C'est précisément parce que je n'ai plus 20 ans que je n'ai pas le droit de laisser passer l'occasion. » Le jour J, l'hémicycle est plein à craquer. Les tribunes bruissent de journalistes, les caméras de l'ORTF ont braqué leurs objectifs sur la tribune présidentielle vide. Premier tour, second, troisième. Les résultats sont lus d'une voix blanche. À chaque fois, les chiffres se rapprochent, comme dans un suspense de polar. Enfin, au bout de ce processus austère et tendu, le nom tombe. Edgar Faure, élu président de l'Assemblée nationale. Scène saisissante. L'homme que l'on tenait pour un éternel manœuvrier de couloir gravit lentement les marches du perchoir, sous les applaudissements contenus, parfois forcés, parfois sincères, d'une majorité bigarrée. Dans son regard, on lit moins la joie que la conscience aiguë du poids qui l'attend. Ce fauteuil ne permet pas d'improviser. Il oblige à régenter des centaines de voix, à tenir les séances jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, à arbitrer des joutes verbales qui peuvent déraper à tout instant et surtout, il l'installe au cœur d'un triangle explosif. À l'Élysée, Giscard d'Estaing. À Matignon, Jacques Chirac puis Raymond Barre. Au perchoir, Edgar Faure, autopromu chef d'orchestre d'une majorité qui doute. Très vite, la rivalité change de visage. Mendès France et De Gaulle appartiennent au passé. Chabannes est momentanément tenu à distance. Le nouvel adversaire, c'est le temps lui-même. La France de 1975 n'est plus celle de la reconstruction. C'est celle du premier choc pétrolier, de l'inflation qui grignote les salaires, du chômage qui s'invite dans les conversations de bistrot, les mêmes députés qui, 10 ans plus tôt, se disputaient sur la décolonisation, s'arrachent maintenant sur le prix de l'essence, la fermeture d'une usine, le plan de licenciement d'une sidérurgie. Dans ce contexte, le rôle de Faure n'est pas seulement de distribuer la parole. Il doit empêcher la majorité de se désintégrer en direct, un soir d'hiver, alors que l'ordre du jour prévoit un débat explosif sur la politique économique de Barre. Il réunit dans son bureau, avant la séance, quelques chefs de groupe. Messieurs, si vous transformez cette discussion en règlement de compte, vous ne fragilisez pas seulement le gouvernement, vous fragilisez l'institution. Je préfère une opposition bruyante à une majorité qui se sabote. On rit, on soupire, mais il sait que derrière les sourires, certains déjà rêvent d'après. De 1981, de la fin du règne giscardien, la pression, elle, ne relâche jamais. Chaque séance est un compte à rebours. Il faut terminer tel texte avant la fin de la session, voter tel budget avant minuit, éviter que l'obstruction ne transforme l'Assemblée en théâtre vide jusqu'à l'aube. Un jour, à 4 heures du matin, alors qu'un député s'énerve pour une virgule dans un amendement, Faure, épuisé mais malicieux, lâche « Monsieur le député, nous ne détricoterons pas 2 siècles de droit français à cette heure-ci. Gardez votre éloquence pour le soleil. » Les rires traversent l'hémicycle, la tension baisse d'un cran. Il a, une fois encore, désamorcé une bombe avec un trait d'esprit, mais derrière la scène, un autre duel silencieux se joue. Faure contre Giscard. Le président, technocrate raffiné, veut une assemblée disciplinée, transformée en machine à ratifier les projets venus de l'exécutif. Faure, lui, défend un parlement vivant, parfois désordonné, mais capable d'initiative. Ce conflit n'éclate jamais vraiment au grand jour, mais on en devine les secousses. Un projet arrive en retard? Faure le renvoie en commission. Un ministre lit son discours sans lever les yeux. Il lui rappelle, glacé, que la représentation nationale mérite au moins que l'on prenne la peine de la regarder.
Le temps pourtant avance. En 1978, après 5 années passées à régner sur l'hémicycle, Faure doit céder le perchoir. Les équilibres politiques ont changé, les groupes ont évolué, les rivalités internes l'ont finalement rattrapé. Il sort du Palais Bourbon comme on sort d'une scène de théâtre après la dernière. Les huissiers le saluent avec un respect mêlé de mélancolie. On pourrait croire que c'est la fin, mais à 70 ans, il entame une nouvelle carrière. La France découvre alors un autre visage d'Edgar Faure, le baron local. Dans le Jura et en Franche-Comté, il devient président du conseil régional, maire, sénateur. Il sillonne les routes de campagne, inaugurant une station d'épuration le matin, un lycée technique l'après-midi, un festival de musique le soir. On le voit, parapluie à la main, sur un parking boueux, entouré d'élus locaux qui lui expliquent, dossier sous le bras, l'urgence. D'une nouvelle route, d'un collège, d'un hôpital. Vous savez, Monsieur le Président, ici, quand une usine ferme, c'est tout le village qui meurt. La décentralisation, que le pouvoir central hésite encore à embrasser franchement, il la pratique, lui, dans le réel. Chaque subvention arrachée à Paris, chaque crédit voté au Sénat, chaque compromis trouvé avec un préfet est pour lui une manière de tenir ensemble un pays qui se fissure entre métropole et campagne. Un jour, dans une petite salle municipale, où l'on sent encore l'odeur de soupe populaire, il murmure à un collaborateur « J'ai passé ma vie à parler de la France. Ici, je la touche. » C'est à ce moment-là, paradoxalement loin des ors de Matignon et du Perchoir, qu'une reconnaissance d'un autre ordre tombe sur lui, comme un sceau définitif. En 1978, Edgar Faure est élu à l'Académie française. La cérémonie, sous la coupole, est un choc esthétique. L'homme des hémicycles y pénètre en habit vert, épée au côté, dans un silence ponctué seulement par le cliquetis discret des caméras. On le célèbre autant pour ses lois que pour ses livres. Essais d'économie, méditation politique, souvenirs d'enfance en Tunisie, récits de coulisses de la 4e et de l'aveu République. Dans son discours de réception, il glisse cette phrase, presque comme un aveu. Ceux qui n'ont vu dans le parlementaire que l'homme de la manœuvre n'ont pas compris qu'il est d'abord l'homme de la parole, et que la parole, en démocratie, est une forme d'action. L'Académie, c'est la promesse de la durée. Quand les gouvernements tombent, quand les majorités se recomposent, l'habit vert, lui, reste. Mais, encore une fois, le temps lui est compté. Son corps commence à le trahir. Les allers-retours entre Paris, le Jura, le Sénat, les séances à l'Académie, les invitations à des colloques l'épuisent. On raconte qu'un soir, après une longue séance au Palais du Luxembourg sur un obscur article de loi budgétaire, il aurait souri à un jeune sénateur en lui disant « Vous avez la carrière devant vous, moi j'ai le calendrier ». Dans les années 80, la France bascule à gauche, 1981. François Mitterrand entre à l'Élysée, les drapeaux rouges envahissent la Bastille. Pour Edgar Faure, c'est un nouveau renversement de décor. L'homme qui a soutenu De Gaulle, accompagné Pompidou, négocié avec Giscard, doit maintenant trouver sa place dans un Sénat dominé par la droite face à une assemblée socialiste. Ce n'est plus la conquête du pouvoir qui l'obsède, mais sa continuité. Il sait que le pire ennemi des institutions, ce n'est pas l'alternance, c'est la vengeance. Là encore, son art du compromis s'exprime. Quand la majorité de gauche envoie au Sénat des textes de nationalisation, de réforme sociale, de décentralisation, il refuse les postures grossières, trop faciles, pour la droite sénatoriale, de bloquer par principe. Nous pouvons corriger, amender, temporiser, dit-il un jour en commission, mais si nous nous contentons de dire non, nous préparerons la revanche de ceux qui, demain, voudront dire non à tout ce que nous proposerons. La rivalité, désormais, n'est plus une guerre ouverte avec un nom, un visage. C'est une lutte contre un réflexe, le réflexe de destruction. Et c'est là, peut-être, la dernière bataille d'Edgar Faure. Empêcher que la République ne devienne un champ de ruines législatives à chaque alternance. Pendant ce temps, il écrit des mémoires, des essais, des portraits acérés de ceux qu'il a croisés, De Gaulle, bien sûr, mais aussi Mendès, Giscard, Mitterrand. Il ne règle pas des comptes, il déplie des énigmes. Pourquoi tel homme a agi ainsi? Pourquoi tel régime a failli? Dans le silence de son bureau, entouré de livres, la plume remplace la tribune. Mais la tension, elle, reste la même. Il sait qu'il n'a plus 20 ans devant lui pour corriger, compléter, nuancer.
Chaque volume est un sprint contre la maladie qui gagne du terrain. Au milieu des années 80, son agenda se raréfie. Moins de meetings, moins de séances nocturnes, plus de réunions choisies, d'entretiens à huis clos avec de jeunes élus qui viennent lui demander conseil. Il les reçoit dans un salon discret, écoute leurs ambitions, leurs plans de carrière, leur colère contre les partis qui ne les reconnaissent pas. Parfois, il les coupe. Vous pensez trop à la prochaine élection, pas assez à la prochaine génération? En mars 1988, à Paris, l'homme aux 1000 mandats, aux lois signées, aux discours accumulés, s'éteint. Aucune bombe ne retentit, aucun gouvernement ne tombe, aucune foule ne descend dans la rue. Mais, ce jour-là, dans les couloirs de l'Assemblée, du Sénat, de la rue de Grenelle, dans quelques lycées de province et dans des amphithéâtres universitaires, des hommes et des femmes se rappellent soudain que, sans lui, une part de ce qu'ils vivent chaque jour n'existerait pas. Un ancien étudiant de 1968, devenu professeur, confiera plus tard « Nous voulions brûler l'université, il nous a offert la possibilité de la gouverner. » Un paysan franc-comtois dira devant les caméras locales « C'était le seul à Paris qui savait où se trouvait notre village sur une carte. » Et un jeune député, qui ne l'a presque pas connu, prononcera cette phrase étrange, comme un verdict. Four n'a jamais été le héros de personne. Mais il a été le rouage indispensable de presque tout, entre la figure intransigeante de Mendès et la stature verticale de De Gaulle, entre les modernistes brillants et les tribuns tonitruants, Edgar Faure aura choisi une autre voie, celle du temps court inscrit dans le temps long, du compromis arraché sous la menace de Besson-Setsinse, l'urgence, de la réforme écrite avant que la colère ne se transforme en chaos. Toute sa vie, il aura vécu avec un chronomètre invisible au-dessus de la tête, une horloge plantée sur son bureau, une échéance électorale, un vote de confiance, une législature, une santé fragilisée, et peut-être est-ce là que se niche son véritable paradoxe. L'homme pressé, toujours en train de compter les voix et les heures, aura donné à la France des structures qui, elles, durent des décennies. Des universités plus autonomes, un parlement régulé, une justice réformée par touches successives, des régions un peu moins oubliées, et surtout, cette idée obstinée que la politique, même dans l'urgence, n'est pas que l'art de gagner, mais aussi celui de transmettre,